mutation urbaine, je vais y aller vite parce que je vois que mon temps se réduit à la vitesse grand V. Première mutation, on en a parlé tout à l'heure avec l'improvisation, les poubelles. Donc les poubelles, alors en fait, la première ville française dans laquelle il y a eu des récipients pour les ordures, apparemment, enfin pour l'instant, on pense que c'est Lyon à partir de 1860 et non pas Paris. Ensuite, ça arrive à Paris en 1870 avec le siège. Parce que les rues se remplissaient de boue, d'ordures, etc. et devenaient extrêmement insalubres. Et donc le préfet a demandé aux Parisiens de garder leurs ordures dans des boîtes dans leur maison, en attendant que les choses aillent mieux. Et puis ça revient en 1883 avec l'arrêté poubelle du nom du préfet de cette époque. Alors pourquoi c'est gênant ça ? C'est tout simplement parce qu'à partir du moment où on met les ordures dans une poubelle fermée, les matières vont s'abîmer. Elles vont plus se salir, elles vont peut-être commencer à fermenter, etc., etc. Donc il y a une dégradation de la qualité des matières que peuvent récupérer les chiffonniers, alors même que ces matières sont concurrencées par d'autres. Donc il y a un fossé qui se creuse finalement entre les matières premières urbaines et celles que peuvent fournir les chiffonniers. Deuxième chose fondamentale, c'est la disparition progressive des animaux dans la ville. Vous voyez, département de la Seine, en 1902, il y a 110 000 chevaux qui résident, je ne parle pas de ceux qui circulent, mais qui habitent là. En 1933, il n'y en a plus que 22 000. Alors ça a une conséquence fondamentale qui est que le crottin disparaît des rues, ou en tout cas diminue dans les rues, et donc les boues que l'on collectait dans les rues vont perdre de leur valeur fertilisante, tout simplement parce qu'elles sont moins enrichies par la circulation des animaux. Et puis l'autre chose, c'est que l'agriculture va régresser, l'agriculture de proximité du département de la Seine, si on parle de Paris, elle va s'éloigner progressivement, tout simplement parce qu'on est dans une période de fort étalement urbain. Hein. On peut dire que l'entre-deux-guerres est la première grande phase d'étalement, c'est-à-dire d'expansion spatiale des villes, avec toute la création des lotissements défectueux, etc., etc., qui fait qu'il y a une forme d'éloignement entre la ville et l'agriculture. Alors, comment les villes vont répondre à ça ? La première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont résister, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le discours qu'on retrouve partout, c'est « il faut continuer à valoriser les sous-produits urbains ». Un exemple de cette valorisation, c'est beaucoup d'exemples, les champs d'épandage. Alors, qu'est-ce que c'est que les champs d'épandage ? C'est tout simplement des champs que l'on va irriguer avec les eaux d'égout. Et donc, ce que l'on a fait à Paris, jusqu'à la fin du XXe siècle, d'abord en faisant des expériences à Gennevilliers à la fin des années 1860, et puis la capacité d'épuration par l'épandage va culminer en 1905 à peu près 5000 hectares, à comparer avec la surface de Paris qui est de 7800 hectares. Et ça, c'est jugé finalement par, en particulier les ingénieurs, comme la solution pour maintenir la valorisation, tout en s'inscrivant dans la modernité de la distribution d'eau, de la chasse d'eau dans les toilettes, puisqu'avant les toilettes n'avaient pas de chasse d'eau, du développement des salles de bain, qui font qu'il y a beaucoup d'eau à évacuer des villes. Et donc ces eaux mélangées à des urines et des excréments, eh bien, on les considère comme des fertilisants et on va produire énormément de céréales, de choux, de ceci, de cela, dans ces champs d'épandage. Un autre moyen d'aller plus loin et de valoriser, c'est d'augmenter l'aire de distribution des boues collectées dans les rues. Donc là, bon, ce n'est pas très clair, mais si vous regardez, vous verrez que sur ce schéma, cette carte, on voit des ronds et des triangles. Et ces ronds et ces triangles, ce sont les gares dans lesquelles sont amenées les boues des rues de Paris à la fin du XIXe siècle. Et donc, vous voyez que ces boues, elles circulent dans un rayon d'une 50aine de kilomètres et elles vont aller encore plus loin plus tard puisqu'elles vont servir à fertiliser notamment le nord de la France grâce à des accords avec les compagnies de chemin de fer pour avoir des coûts de transport réduits, accords imposés par l'État, enfin, ce n'est pas vraiment des accords, c'est imposé d'ailleurs. Mais donc, on va chercher à aller plus loin dans l'utilisation des sous-produits. Autre exemple très caractéristique de cette époque,
C'est pas très joli ça, mais je l'ai récupéré dans le magasin Pittoresque et j'avais un très mauvais exemplaire. Mais ce que vous voyez ici, c'est à droite, là on voit l'étang de Berre, donc Marseille c'est par là-bas. Ça c'est le golfe de Fos et ici Martigues là-bas. Et donc qu'est-ce qui se passe à Marseille à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle? Eh bien, on a un problème d'accumulation d'ordures, etc. Et donc un industriel qui s'appelle Montrichet va proposer à la ville de Marseille de prendre en charge ces ordures. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, grâce à une ligne de chemin de fer construite entre Marseille et Entresins, qui est le village souligné en rouge sur la carte, il va amener toutes les ordures de Marseille dans la plaine de l'Accro, sachant qu'à la même époque, le ministère de l'Agriculture a un projet de mise en valeur de l'Accro. Et ces trains qui amènent les ordures à Entresins repartent d'Entresins avec des cailloux, tout simplement parce que pour mettre en valeur la plaine de l'Accro, il faut en retirer les très nombreux cailloux qui ont été déposés par la Durance, puisque ça c'est l'ancien estuaire de la Durance. Et donc ces cailloux sont ramenés à Marseille pour des travaux publics. Et donc ça serait un exemple qu'on pourrait citer d'économie circulaire si on renvoyait à des débats contemporains. Autre chose que l'on va essayer de faire, c'est tout simplement d'industrialiser le chiffonnage. Et donc on va voir se développer de très nombreux centres de tri à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puisque, en tout cas, lié à visiter un centre de tri aujourd'hui, en fait, c'est à peu près la même chose qu'on faisait à cette époque-là. Hein. On n'a rien inventé de plus en 100 ans, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes procédés, des tapis roulants, des aimants pour récupérer les métaux ferreux, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de concentrer les opérations de tri de façon à en augmenter le rendement et l'efficacité. Et puis il y a une autre chose qui va émerger aussi, qui va être considérée comme une solution extraordinaire, c'est tout simplement l'incinération. Alors l'incinération, c'est quelque chose qui existe en Angleterre depuis les années 1860, et les incinérateurs s'appellent des British Destructors. Mais qui avait été rejeté en France, tout simplement parce que ce que disaient les agronomes, les ingénieurs, c'était que incinérer des ordures, c'était perdre des matières de valeur. Et c'était complètement absurde dans leur esprit. Ce qui va changer la donne, c'est quand on va découvrir qu'on peut récupérer de l'énergie en faisant brûler des ordures. Et au début, ce que l'on fait, c'est qu'on va récupérer de l'énergie sous forme d'électricité. Et en particulier, à Paris, au début du XXe siècle, on va produire de l'électricité qui va permettre d'alimenter les batteries des tombereaux qui collectent les ordures. Et donc là, les ingénieurs trouvent que c'est absolument extraordinaire, puisque finalement, les ordures se transportent toutes seules, puisque c'est l'énergie qu'elles ont produite en brûlant qui permet de faire se mouvoir les engins qui sont destinés à la collecte. Et puis, cette récupération d'énergie, elle va progressivement se tourner vers la production de chaleur, avec le développement, dans l'entre-deux-guerres, des réseaux de chaleur. Pour la France, un des premiers et plus connus, c'est celui de Villeurbanne, dans le quartier très célèbre des gratte-ciel, qui est dû à Tony Garnier, où le réseau de chaleur est développé et donné comme un témoignage de la modernité, puisque finalement, avoir le chauffage central, comme on l'appelait à l'époque, c'est une façon pour la femme de se libérer de la corvée du charbon. Et donc, c'est vraiment une preuve, un signe de modernité et de libération des activités manuelles, en particulier donc, pour les femmes. Et puis, les sous-produits de l'incinération, ils sont utilisés, ils servent à fabriquer des pierres artificielles, des dalles, des parois, à faire des couches, des sous-couches de chaussée, etc., etc. Et donc, on pense qu'on va pouvoir faire de la valorisation totale grâce au développement de cette incinération. Donc, on a partout, en France en particulier, mais pas qu'en France, des tas de témoignages de ces solutions qui sont cherchées à cette époque-là pour maintenir le système tel qu'il existait auparavant et donc de continuer à avoir des sous-produits urbains qui ont une valeur et non pas qui représentent un coût pour la collectivité. Cela dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas
pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que les nouvelles matières premières, elles sont de plus en plus performantes, etc., etc. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais aussi parce que les difficultés vont s'amplifier en quelque sorte. Premièrement, un certain nombre de solutions qui avaient été trouvées vont être finalement des échecs économiques. L'industrialisation du chiffonnage, ça n'a jamais marché d'un point de vue économique, tout simplement parce qu'il faut construire une usine et il faut payer du personnel. Alors qu'auparavant, on avait des chiffonniers que personne ne payait, qui ne se payaient que par la revente de leurs produits. Et donc, ce chiffonnage est un échec. Un exemple tout à fait marquant de ça, c'est la ville de Nice. Donc Nice, alors pendant longtemps, en fait, n'a pas été très vertueuse, comme je l'ai... je ne sais pas si c'est de la vertu, mais en tout cas, ne fonctionnait pas, comme je l'ai dit, pour Paris au 19e siècle, mais a rejeté, notamment au début du 20e siècle, rejeté ses ordures dans la mer, ce qui est très pratique, comme de rejeter les cadavres dans la Seine. Mais le problème, c'est qu'avec les courants, les ordures revenaient vers la promenade des Anglais. Et ça, c'était quand même un peu gênant, parce que ça nuisait au chic de la promenade des Anglais. Et un industriel a proposé à la ville de Nice de prendre en charge toutes ces ordures contre aucune rétribution. Et il a développé tout un projet avec recyclage total, chiffonnage industrialisé, etc., etc. Donc ça, c'est dans les années 1920. Et puis assez rapidement, il n'est pas arrivé à rentrer dans ses frais. Et à la fin des années 20, on a converti tout ça en usine d'incinération totale, mais sans récupération d'énergie, tout simplement parce que ça représentait un coût trop élevé. Et donc on voit de très nombreux exemples de ces dispositifs qui entrent en échec. L'incinération coûte elle aussi très très cher. Les champs d'épandage pour les eaux usées, ça marche tant qu'on a une quantité limitée d'eau usée, mais pour Paris, par exemple, il aurait fallu avoir des dizaines de milliers d'hectares. Or, on est dans une période de croissance urbaine, donc les valeurs foncières augmentent, et donc faire des champs d'épandage là où on pourrait faire du bâti et du logement, ça n'est pas du tout compétitif. Donc on a vraiment là aussi une crise du modèle économique. Et puis, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les engrais sont de plus en plus inutiles, les chiffons aussi, etc., etc. Et c'est là que tout va basculer et que l'on va considérer que finalement, je cite, la gestion de ces sous-produits urbains devient une charge inéluctable. Et donc, que finalement, ce qui était associé à une valeur va être associé à un coût, à une dépense pour la collectivité, qui se reportera bien sûr sur les habitants à un certain moment. Et du coup, la réponse qui va être donnée à ça, elle est extrêmement simple. Elle va consister à essayer de chercher les moyens d'élimination les moins coûteux possibles. Et donc, on va complètement sortir de ce modèle de valorisation tel que je vous l'ai exposé et qui s'incarne par deux nouveaux équipements que l'on va développer en France à partir de l'entre-deux-guerres. Pour ce qui concerne les ordures ménagères et ce qu'on va bientôt appeler les déchets urbains, la décharge contrôlée. Donc la décharge, c'est quoi? Ça consiste tout simplement à faire des tas d'ordures. La contrôler, ça consiste simplement à contrôler la hauteur des couches, c'est-à-dire qu'on dépose des couches d'ordures de 1 à 2 mètres d'épaisseur, on laisse reposer, fermenter, etc. On met une couche de terre inerte dessus, on attend plusieurs semaines, on rajoute une couche, etc. Bon, c'est ça une décharge contrôlée. Donc, comme disait un hygiéniste de l'époque, le contrôle est extrêmement limité. Et comment il disait, les décharges contrôlées sont des maternités pour les rats. Décharge contrôlée, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de moins coûteux. Mettre les trucs en tas quelque part, ça coûte moins cher que les incinérer, les trier, les transformer, etc. Et puis, là, dans le domaine des eaux usées, le pendant de la décharge, c'est la station d'épuration, dans le meilleur des cas. Mais dans la plupart des cas, ce qui va se passer, puisque même dans les années 50, on a une poignée de stations d'épuration en France. Dans la plupart des cas, ce qu'on va pratiquer, c'est tout simplement le tout à la rivière ou le tout à la mer. Il faut savoir que, par exemple, des villes comme Marseille ou Lyon n'ont eu des stations d'épuration que dans les années 1980. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, Marseille balançait ses eaux d'égout directement dans la Méditerranée et Lyon directement dans le Rhône.
avec l'argument bien sûr qui était que la Méditerranée est vaste et le Rhône puissant, et donc peut absorber toutes ces eaux usées sans aucun problème. Ce revirement, il est associé d'une façon générale à un retard constant des équipements de traitement et d'épuration. Ça, c'est l'illustration. C'est un peu grabouilleux ce truc, hein, quand même. Je peux le dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est l'illustration pour les eaux usées. Ce que vous voyez ici entre 1880 et 1980, pour l'agglomération parisienne, c'est donc en marron, c'est le débit des égouts. En rose fuchsia, c'est la capacité d'épuration. Et en bleu, c'est ce qui est vraiment épuré. Et donc, ce que vous voyez, c'est que dans la partie que j'ai entourée en je ne sais pas quelle couleur, là, eh bien, on est vraiment dans une situation dramatique parce que non seulement la capacité d'épuration est très inférieure aux besoins, mais en plus, l'épuration qui est effectuée est très inférieure à la capacité d'épuration. C'est-à-dire qu'on a des années pendant lesquelles on va épurer quelque chose qui est de l'ordre de 20 à 30% des eaux d'égout. Ça veut dire que les 70% autres sont rejetés directement dans la Seine, et sachant que ceux qui sont épurés sont mal épurés. Hein. Donc, autant dire que c'est comme si on n'avait rien. De la même façon, ça c'est pour la France. Et pour l'année 1961, voilà, c'est le pourcentage de la population qui est desservie en eau potable. Donc on dit, bon, c'est déjà pas mal, un peu plus de 80%. Raccordé aux égouts, là, ça commence à diminuer. On est à un peu plus de 50%. Raccordé à une station d'épuration, à peine plus de 10%. Donc, bien entendu, une situation environnementale qui se dégrade très fortement, et que l'on va voir aussi dans le domaine des ordures ménagères. Et là, c'est la suite de mon histoire d'Entresaint et de la ville de Marseille. Ce qui s'est passé à Entresaint, c'est que assez rapidement, les engrais amenés de Marseille ne vont plus être utiles. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va remplacer le commerce des boues des rues de Marseille par une très grande décharge d'ordures ménagères, qui est une décharge qui est devenue, à la fin du XXe siècle, la plus grande décharge à ciel ouvert d'Europe, qui a fermé il y a seulement quelques années. Et ça, c'est vraiment le résultat de la dévalorisation des sous-produits urbains. Bon, ça, c'est quelques photos de la décharge vers 2000, avant qu'elle ferme. Et bien sûr, avec le Mistral, la dispersion des déchets dans tout l'environnement à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde était énorme, et en particulier ces matières plastiques que vous voyez ici. Alors, il y a quand même une population qui a été très malheureuse de la fermeture d'Entresaint, c'est les mouettes. Parce que les mouettes de cette région venaient toutes s'alimenter ici, et lorsque la décharge a fermé, elles ont dû trouver d'autres aires d'alimentation, et elles sont allées plutôt s'alimenter dans Marseille, ce qui embête beaucoup d'ailleurs les autorités de propreté, puisque ça fait une nouvelle population d'oiseaux à gérer, ou une population accrue d'oiseaux à gérer. Voilà, et tout ça pour dire que finalement, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été beaucoup trop longue, ce que l'on voit naître dans l'entre-deux-guerres, c'est bien ces déchets, c'est-à-dire que le vocabulaire change. Hein, je vous disais que les déchets, on n'en parlait pas, etc. Et dans les textes techniques, on va voir apparaître ces termes-là. Et jusqu'aux années 1920-1930, quand on parle d'ordures ménagères, par exemple, on va trouver des textes qui disent assainissement, enlèvement et utilisation des boues et ordures ménagères. Et ça va devenir enlèvement et destruction, ou bien enlèvement et élimination des déchets ménagers ou des déchets urbains. Et de la même façon, on va voir naître l'expression eau usée, qui naît exactement à la même époque de cette même dévalorisation des sous-produits urbains. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'on voit bien que dans toute cette histoire, il y a beaucoup d'écho avec les réflexions actuelles sur ce qu'on appelle désormais l'économie circulaire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut dire qu'en fait, le 19e siècle est un siècle d'économie circulaire, mais que ça n'a tout simplement pas marché. Pourquoi ? Parce que cette économie circulaire, elle n'a tenu que tant qu'on était dans des limites de consommation. À partir du moment où on est dans une consommation toujours croissante, on ne peut pas rester dans un modèle circulaire
tel qu'il est promu, tel qu'il est promu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction totale entre le maintien du système tel qu'il fonctionne et puis le développement de cette économie circulaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.